Revenons maintenant au comte de Saint-Germain, ses antécédents locaux l'expliquant déjà mieux. Il est reçu par Louis XV, ce qui était un privilège, et devant le roi, il maintient la légende de sa longévité. Il parle de la mémoire des siècles. C'est donc un témoin de l'histoire, et je pense que c'était là sa mission essentielle. Louis XV était intrigué par lui pour plusieurs raisons. Et c'est Madame de Pompadour qui l'a présenté à Louis XV en déclarant « J'ai l'honneur de présenter à votre majesté monsieur de Saint-Germain qui est assurément le plus vieux gentilhomme du royaume. » Il est reçu aussi par Louis XV à cause de sa filiation. Il y a sur lui un secret qui n'a rien d'ésotérique quant à ses origines, disons, quant à sa naissance. Il y a un secret d'État français, peut-être, sur lequel nous reviendrons. En tout cas, on dit à Paris qu'il est noble et même de très haute noblesse. À la marquise de Pompadour, il parle de la maison, de la cour des Valois, de la cour de François Ier, comme s'il y avait vécu. Il prétend du reste l'avoir connu. Dans les cercles maçonniques qui sont nombreux à Paris et en pleine prospérité, car c'est la grande époque de la franc-maçonnerie, et celle-ci est alors le carrefour de tous les personnages insolites de l'ésotérisme et de l'occultisme, dans ces cercles, le comte de Saint-Germain se déclare le plus ancien des maçons, et l'héritier de l'Égypte et de la Chaldée, c'est-à-dire de Sumer. La plus vieille franc-maçonnerie, c'est l'égyptienne, évidemment. Et du reste, Cagliostro, qui se donnera pour le disciple du comte de Saint-Germain, créera à Lyon un rite maçonnique égyptien, le rite de Memphis Mizraïm. En Égypte, la franc-maçonnerie était une société secrète dans l'Église, pas en dehors. Elle groupait des architectes et des artisans qui étaient répartis dans les temples égyptiens pour surveiller l'état des bâtiments et pour veiller aussi au bon fonctionnement des rites. Un de ces personnages, plusieurs sont devenus célèbres parmi ces francs-maçons égyptiens, notamment Senmout, qui fut le favori de la reine Hatshepsut. Louis XV, qui est un homme qui ne reçoit pas les mythomanes, mais Saint-Germain à l'épreuve, car Saint-Germain a de petits talents. Louis XV sait qu'il a un don sur les perles. Il lui confie des perles qui sont malades ou insuffisamment épanouies. Saint-Germain les emporte chez lui et les rapporte. Leur valeur a triplé entre-temps. C'est de l'alchimie. Et de l'alchimie à l'égyptienne. Un pouvoir sur la nature, des minéraux et des perles. Les perles, ne l'oublions pas, existaient au voisinage de l'Égypte, en mer Rouge, où elles sont encore pêchées. Autre talent de Saint-Germain, il élucide des énigmes policières qui datent d'un siècle. J'en cite une, qui concerne Paris de l'époque. Il y avait, je ne sais plus dans quelle rue, un personnage, un genre d'alchimiste, qui avait sa maison. Un soir, il rentre chez lui comme d'habitude. 1 heure après, vient un visiteur. Le visiteur sort quelques heures après, et le propriétaire de Lyon ne le revoit jamais. La police fouille la maison, il a disparu. Saint-Germain, dans un club maçonnique, se met en transe et revit les événements. Il dit que dans la maison, il y a une porte secrète dans un mur, un escalier et une cave qui servait de laboratoire. Et là, il y a le squelette de l'homme, il a été assassiné par son visiteur. On vérifie, c'était juste. Malgré, s'il intrigue par son origine que l'on suppose royale, c'est un homme qui s'habille néanmoins simplement. Son luxe, il le place dans les pierres précieuses. Il en porte beaucoup. Encore de l'alchimie. Les Égyptiens passaient pour avoir produit des émeraudes énormes par alchimie.
Bon, il y a une légende aussi, mais que je vous signale sous toute réserve. Le fameux bijou, le diamant, le Régent, qui est au musée du Louvre, aurait été fabriqué par alchimie par Saint-Germain pour servir de talisman à la France. C'est une légende. Et plus tard, on aurait greffé là-dessus un historique faux du bijou en le rattachant au fameux Régent qui a régné avant Louis XV. Il joue du violon à ravir dans les salons et il peint dans le goût surréaliste des personnages chargés de bijoux, à l'aide de couleurs éclatantes dont il a le secret, car il les fabrique lui-même. C'est un maître de la chimie des colorants, surtout des colorants pour tissus. Il donnera des recettes à des manufacturiers de Hollande et d'Allemagne. Or, la chimie des colorants était égyptienne aussi. Du reste, même le mot chimie est égyptien. Cela vient de Kémit, qui en égyptien veut dire l'Égypte. Les Égyptiens ont fabriqué des couleurs, comme le fameux rouge de Pompéi, qui a résisté au Vésuve. En dehors de ses talents d'alchimiste, il a des talents d'homme occulte. Par exemple, il perçoit la voix caverneuse de son daimon, comme Socrate. C'est une voix sans écho qu'il perçoit, qui lui délivre des oracles pour lui et pour ses amis. Faculté rare, est-ce la voix de son double ou d'un génie personnel qui l'accompagne? On ne sait.